De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Gemal Taleb et Nadia Lamarbi sont toujours avec nous, ainsi que nos invités, Monsieur Mbia Yebega. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Président, une fonction pas comme les autres, une fonction exercée aux quatre coins du continent de manière différente. C'est à cette fonction que s'attachera le sujet que vous allez voir, et plus précisément à la vie après celle de président. Alors, comment se dessine-t-elle? Y a-t-il une bonne façon de quitter le pouvoir? Un ancien président a-t-il un rôle à jouer dans le développement de son pays? Élément de réponse tout de suite avec ce sujet de Paul de Singwe. C'est la fonction la plus importante dans un État, c'est aussi la plus prestigieuse. Président de la République, une fonction, un exercice, celui du pouvoir. Dans de nombreux pays, le président de la République est le garant des institutions, le chef des forces armées, le chef suprême de la magistrature. Autrement dit, le numéro 1 de la République. Autant de pouvoir en une fonction. Ceci expliquerait peut-être l'alternance difficile des jeunes démocraties, car, selon certains historiens et psychologues, il ne serait pas si simple de céder le pouvoir après l'avoir exercé au plus haut niveau. Qu'en est-il du continent africain? Quelquefois, ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça. Parce que quand il quitte le pouvoir, c'est d'ailleurs depuis une trentaine d'années, ils quittent le pouvoir toujours dans des conditions un peu particulières, c'est-à-dire qu'ils sont comment dirais-je, contestés, ils partent avec beaucoup de mauvaise grâce, et ça ne facilite pas non plus les choses. Généralement en Afrique, la reconversion des anciens présidents est à l'image de la transition démocratique du pays. Là où l'alternance s'est faite de manière pacifique et démocratique, les anciens dirigeants participent de près ou de loin à la gestion politique de l'État. C'est le cas du Bénin, où en 2011, l'entrée en vigueur de la LEPI, la liste électorale permanente informatisée, crée une crise au sein de la classe politique. 3 anciens présidents, Émile Zinsou, Nicéphore Soglo et Mathieu Kérékou, montent au créneau et appellent au calme. Le consensus obtenu sur la LEPI par les uns et les autres est salutaire, et il importe que toutes les parties y adhèrent avec sincérité. J'exhorte par conséquent l'opposition et la mouvance de notre pays à réaliser ces élections dans la transparence, la concorde et l'unité nationale. De même, toujours dans le chapitre des transitions démocratiques, quelquefois l'ancien président se voit confier un rôle important au sein des institutions internationales. En 2000, le président Abdoul Diouf cède son fauteuil à Abdoulaye Wade à l'issue de l'élection présidentielle. Alors que la tension post-électorale devenait palpable, il appelle Abdoulaye Wade, son adversaire politique, et le félicite pour son élection. Il venait ainsi de prouver la maturité politique de son pays, dont il aura renforcé les bases démocratiques. La transition est douce. Abdoul Diouf se verra alors propulsé à la tête de la francophonie. Il y restera jusqu'en janvier 2015, soit 12 ans à la tête de l'organisation. Je considère que j'ai beaucoup donné à différents postes depuis que j'ai commencé très jeune ma carrière public, national puis international. Cela ne veut pas dire que je me désintéresserai des affaires de mon pays, du continent, de la francophonie du monde, mais je le ferai en tant que militant de la francophonie, militant panafricaniste, mais sagement assis dans mon salon auprès des miens. Ces dernières années, l'Union africaine a également encouragé les anciens présidents qui ont assuré l'alternance dans leur pays. C'est le cas du général Sékou Konaté. En 2009, il remplace Dadi Camara à la tête de la Guinée, organise les élections et cède le pouvoir. Il sera alors nommé haut représentant de l'Union africaine auprès de la force africaine en attente. Cette prestation de serment marque ainsi le début d'un nouvel engagement à servir non pas seulement une nation, mais le continent tout entier. Même son de cloche pour l'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya.
Après avoir cédé le pouvoir en 2003, il est récompensé par l'Union africaine pour son engagement en faveur du rapprochement entre Hutus et Tutsis du Burundi. Il est nommé haut représentant de l'Union africaine au Mali et au Sahel. Je pense que les partis, c'est-à-dire le gouvernement malien et les mouvements du Nord, pourraient arriver à un compromis. La question en débat, c'est comment gérer la question, gérer le Nord, quel pouvoir accorder aux entités décentralisées. Je pense que les uns et les autres se sont préparés pour arriver à une formule qui puisse accommoder tout le monde. Même si en Afrique, certains pays se distinguent et assurent des transitions pacifiques et démocratiques, d'autres, par contre, peinent à s'inscrire dans cet élan malgré les incitations de l'Union africaine. Tout d'abord, le Mali. En 2012, un coup d'État renverse le président Amadou Toumani Touré. Cet ancien chef de l'État va s'isoler et finira par se retirer de la vie politique de son pays, la Côte d'Ivoire. À l'issue de la crise post-électorale qui aura fait plus de 3000 morts, l'ancien président Laurent Gbagbo va se retrouver à la Cour pénale internationale, la CPI. En attente de son procès, il est accusé, entre autres, de crimes contre l'humanité. Le Burkina Faso. Suite à une insurrection populaire, l'ancien président Blaise Compaoré va se retirer de la vie politique de son pays et se réfugier en Côte d'Ivoire. Ils sont parfois l'objet de harcèlement de la part de ceux qui les ont remplacés et ça crée des problèmes, ça crée des tensions et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup ne veulent plus partir du pouvoir parce qu'ils se disent que bon après, quand ils quittent le pouvoir, ils ont des ennuis et ça n'incite pas les uns et les autres à lâcher le pouvoir facilement. Si l'Afrique veut assurer une meilleure reconversion à ses anciens dirigeants, elle devrait peut-être les doter d'un véritable statut d'ancien chef d'État. Mais les chefs d'État du continent le savent, désormais leurs peuples sont de plus en plus exigeants et attendent d'eux une gestion exemplaire des affaires de l'État. De cela dépend leur avenir après le pouvoir. Alors, Nadia, certains présidents s'accrochent au pouvoir sur le continent africain. Ils refusent de céder leur place. Est-ce qu'on peut les comprendre? Il y a forcément une raison. Cet attrait du pouvoir, certes, on peut les comprendre, ça, c'est pas le souci. Comprendre, c'est une chose. Accepter, c'est une autre chose. Maintenant, on peut comprendre, analyser la situation. Et bon, pour certains, on a l'impression qu'après la présidence, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre alternative que être au pouvoir ou mourir. Alors, or, on a bien vu que dans tous les pays, et sans parler des pays occidentaux, mais les pays en transition, il y a quand même une manière de sortir du pouvoir la tête haute, de continuer d'avoir une activité. D'ailleurs, souvent, les présidents ont des activités avant de devenir président. C'est quand même des gens de la société civile, ils sont avocats, ils sont hommes d'affaires, ils ont différentes activités. Pourquoi ne pas continuer ces activités après, comme l'ont fait certains? Pourquoi aussi ne pas penser à un conseil d'État, à un conseil des sages, leur proposer d'autres choses? Mais en fait, pour tout vous dire, ça me dérange quasiment de penser à leur proposer quelque chose, d'avoir à réfléchir à... Normalement, la Constitution est claire. Un président a un temps limité et qui est limité par la Constitution. À partir du moment où il accepte le jeu démocratique, il sait qu'il doit partir. Maintenant, la règle est ainsi faite, on peut toujours la modifier, même si c'est vrai que c'est légal de modifier la règle. Il y a un moment où il faut savoir partir la tête haute. Sinon, voilà, il y aura une jurisprudence Blaise Compaoré, il y aura toujours cette possibilité de descendre dans la rue et de faire partir son dictateur, son président. C'est comme ça que ça s'appelle jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà, à mon sens, il faudrait qu'eux-mêmes acceptent le jeu avant de rentrer dans la course présidentielle. Et il se trouve que pour le moment, on n'a pas encore trouvé la bonne mesure.
Oui, monsieur Biaye Bega, on a l'impression que c'est un peu une maladie sur le continent africain, ces présidents qui s'accrochent au pouvoir et qui refusent de céder leur place. Ben, moi, je pense que votre question, en fait, le sujet, en fait, un débat, en fait, se rapporte à la dimension générale, globale même du champ et du jeu sociopolitique. Enfin, il faut en fait en faire examen des modalités en fait de conquête du pouvoir, de son exercice, pour comprendre en fait, voilà, ce qu'on peut faire, ce qu'on fait, ce qui se passe après le pouvoir. Alors, on est dans un environnement où le pouvoir est exclusif, celui qu'il possède en fait a tous les moyens de nuisance, de pouvoir et d'enrichissement. Il capitalise en fait les attentes d'un groupe, d'une communauté, d'un groupe de famille, d'une communauté socio-linguistique. Et il y a donc des contraintes en fait qui sont liées à cette situation-là qui font que l'exercice du pouvoir en fait manque de transparence, manque en fait de cette exigence fondamentale qui est de devoir rendre compte. Alors, ceux qui l'exercent, et soit dit en passant, on ne peut pas exercer le pouvoir de manière normale. Le pouvoir ne s'exerce pas de manière normale. Et forcément, quand on est président, en fait, quand on est tenu de devoir rendre compte, parce que la question fondamentale aussi, au fond, c'est pouvoir rendre compte de la façon dont on a exercé le pouvoir. Alors, ça bloque parce que, voilà, les anciens chefs d'État, en fait, sont le pur produit de tout ce système-là, en fait, dans lequel les éléments de lisibilité de toutes les procédures ne sont pas opportuns, et forcément, voilà, alors, ce n'est que l'aboutissement de tout un processus qui dès le début, n'offre pas en fait les garanties d'un parcours appréciable. Donc, ils sont le produit de tout un système qu'il faut repenser, qu'il faut repenser entièrement, tant des conditions d'accès au pouvoir que d'exercice, et puis de départ du pouvoir. C'est un lien qu'on ne peut pas casser. Voilà. Alors Jamal, vous êtes d'accord, Nadia, tout à l'heure, proposer des alternatives en fait aux présidents qui quittaient le pouvoir. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, leur proposer une alternative? Ça dépend de quel pays et ça dépend de quelle situation. Il y a 54 pays africains, il n'y a pas 54 situations qui sont les mêmes. Donc les situations sont différentes. Nous avons beaucoup de chefs d'État africains qui sont partis d'eux-mêmes, qui n'ont jamais rien demandé à personne et dont on n'en entend même plus parler. Et parfois, ils exercent un métier absolument banal. Vous en avez qui ont perdu aux élections et qui ont choisi une autre carrière. Il y en a qui ont perdu aux élections et qui sont redevenus opposants. Donc la situation n'est pas la même. On a tous oublié Kenneth Kaunda. On a oublié Joachim Chissano. On a oublié même Daniel Arap Moi. On a oublié Moi Kibaki. C'est-à-dire que ce sont des chefs d'État qui se sont donnés, qui ont décidé de faire de leur vie tout à fait autre chose. Et ils ont changé de carrière. Et puis, je finis. Oui, et puis vous avez des chefs d'État qui, eux, ont une autre vie. Abdou Diouf était, jusqu'à il n'y a pas longtemps, secrétaire général de l'Organisation de la francophonie. Le président Bouyoya mène une vie de représentation internationale assez intéressante. Le président Sekouba Kounaté mène un travail, là encore une fois, pour la formation dans le domaine du maintien de la paix. C'est-à-dire que les situations ne sont pas les mêmes. Et puis vous avez des chefs d'État, Senghor, Ahidjo, qui sont partis d'eux-mêmes, qui, pour certains, même si le président Ahidjo a été tenté de revenir un peu, ou en tout cas de jouer un rôle derrière, le président Senghor, jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Non, mais je viens de citer... Je viens de citer Daniel Arap Moi, je viens de citer Thabo Mbeki. Je viens de citer Thabo Mbeki, je viens de citer Abdou Diouf. Ils sont de Joachim Chissano, mais ils sont nombreux, des chefs d'État comme ça. C'est des exceptions. Maintenant, maintenant, la situation des pays est différente et il y a deux catégories. Donc, il y a évidemment l'obligation qu'on a, parce qu'un chef d'État n'est pas une personne normale et n'a pas exercé un métier normal. Et donc, il est parfois très difficile de le retrouver à exercer un travail salarié lambda. Et donc, beaucoup de pays, pas tous, en tout cas des pays européens, nous sommes en France, le gouvernement français a choisi que le président de la République ayant quitté ses fonctions devient à vie membre du Conseil constitutionnel. D'autres ont choisi un autre mode de reconversion. En tout état de cause, on leur garantit le minimum. La difficulté dans nos pays, c'est que ce minimum-là, parfois, n'existe même pas. Et donc, il est normal que dans nos pays, on réfléchisse uniquement par la misère, parfois, dans laquelle se trouvent les anciens chefs d'État. Tous ne sont pas voleurs, tous ne sont pas dictateurs, tous ne sont pas imbéciles. Ce n'est pas vrai. Et donc, beaucoup d'entre eux se trouvent dans une situation de misère et il est normal que nos pays, respectivement, pour ceux qui ne l'ont pas fait, réfléchissent à un statut d'ancien chef d'État. Et puis, vous avez une autre chose qui est, de mon point de vue, logique. C'est quoi? C'est que quand vous êtes face à un dictateur,
à quelqu'un qui s'accroche au pouvoir et qui ne veut pas partir. L'idée de lui donner une alternative, là encore, est aussi nécessaire. Je veux dire, on peut tous se faire plaisir et se dire, après tout, pourquoi lui donner une alternative puisqu'il n'a pas envie de partir? Non, on peut être efficace, on peut essayer d'être utile, et à ce moment-là, on réfléchit encore une fois. Je pense, de mon point de vue, que pour la paix sur le continent africain, dans cette phase que beaucoup de nos pays traversent, il n'est pas inconcevable ni illogique qu'on réfléchisse ensemble à un statut d'ancien chef d'État qui lui permette de jouer un rôle positif dans son pays, de le faire bénéficier de son expérience. De faire passer de la lumière à l'ombre d'un coup. Non, tout simplement de bénéficier de son expérience. L'idée d'avoir un conseil des sages, Nadia l'a dit, mais il y a une institution généralement dans tous les pays d'Afrique qui s'appelle le Conseil économique et social et qui a un rôle, encore une fois, de recommandation, de réflexion. Et donc, il n'est pas, encore une fois, inconcevable qu'on constitue autour de celle-là. Mais enfin, vous savez, des anciens chefs d'État dans un pays, il n'y en a pas 10. C'est généralement 2 ou 3. Un chef d'État finit toujours vieux et généralement, ça ne finit pas comme ça. Monsieur Miaye Bega, vous vouliez intervenir ? Oui, enfin, juste pour ajouter à la suite de Djemal que, enfin, les cas qu'il a évoqués, en fait, sont des exceptions. C'est cela qui autorise, en fait, une forme de j'ai cité 15 sur 54 pays, ça ne s'appelle pas une exception. 15 bah, évidemment. De toutes les façons, en fait, ça autorise, en fait, un tant soit peu une généralisation. Voilà. Alors, il y a un phénomène qui est assez courant, voilà, qui ne procède pas d'une imagination, en fait, fertile. Il se passe que les anciens chefs d'État, non seulement les chefs d'État en exercice ont du mal à partir quand il leur faut partir, qui plus est, ils sont reconvertis, en fait, dans des activités qui ont forcément trait au pouvoir, qui sont, en fait, enfin, très généralement, en fait, c'est des institutions inter-États qui les reprennent, bien qu'ils leur confient des missions, en fait, de consultance et Mais parce que dans leur pays d'origine, cette possibilité-là n'existe pas, cette alternative-là n'existe pas. J'ai situé en amont, j'ai dit en amont qu'il fallait absolument examiner, en fait, tout le champ sociopolitique. Ces gens, ils sont en activité, ils ne se projettent pas eux-mêmes dans l'hypothèse, en fait, de l'après-pouvoir. Ils devraient travailler de concert avec... Germain, on s'est dit une chose simple, vous êtes chercheur. Il n'y a pas, dans l'exercice du pouvoir, le temps de la réflexion. D'ailleurs, les anglo-saxons ont inventé les think tanks parce que les politiques en exercice n'ont pas le temps de réfléchir. Et donc, il est normal qu'on réfléchisse à leur place. Et c'est votre travail, vous, comme chercheur. L'idée, c'est de proposer une alternative. Mais ce que je remarque, c'est que voilà, ces gens qui n'ont pas le temps pour réfléchir, en fait, produisent des constitutions sur mesure. Mais non, pas du tout. Non, ils font appel à des chercheurs comme toi, et ils font appel à des intellectuels et à des gens dont c'est le travail. D'ailleurs, les commissions servent à ça très souvent. On a toujours des commissions pour réfléchir. Tout le monde reproche aux commissions, c'est qu'elles commissionnent toujours et ne se décident jamais. Nous avons commencé par la RDC, voilà, où il y a un projet de constitution qui est en train d'être rénové à des fins profondément utilitaristes par le président de la République. Alors, moi, je dis, ces gens qui n'ont pas le temps de réfléchir doivent consacrer le peu qu'il reste, en fait, à penser aussi qu'ils ne seront plus au pouvoir. Non. Mais bien sûr, ils gèrent le quotidien. On a vu au Kenya, le cas de figure cité au Kenya. Mais Arap Moi s'est donné, avant de partir, il s'est donné les moyens... Avec lui, après lui, c'était pas génial, il y a une guerre civile. Il s'est donné les moyens d'une retraite dorée, Arap Moi. Et c'est la condition pour qu'il s'en aille. Et le président Kibaki, après lui, Moi Kibaki. Écoutez, moi, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas ne pas faire l'examen, en fait, de tout le champ sociopolitique et que ces chefs d'État, en fait, dont on dit qu'ils n'ont pas le temps, dont vous dites qu'ils n'ont pas le temps pour réfléchir, en fait, l'ont largement. Mais la constitution dans un pays prévoit, par exemple, que vous n'êtes pas rééligible au-delà de votre second mandat. Je n'ai pas dit que les chefs d'État ne réfléchissent pas. J'ai dit que le temps de l'action politique ne permet pas toujours une réflexion par eux-mêmes. Et pardon, j'ai fini. Et donc, il est logique, il est normal, c'est d'ailleurs pas pour cela que les anglo-saxons ont créé des groupes de réflexion qu'on appelle en français, en bon français, les think tanks. Et donc, les think tanks réfléchissent pour et dans l'intérêt des politiques. Je finis juste là-dessus. Je pense très sincèrement qu'il y a un vrai problème sur le continent africain, le problème de reconversion des anciens chefs d'État. Et donc, l'idée encore, très souvent, ils vont dans l'opposition parce qu'ils veulent encore exercer quelque chose. Et donc, l'idée de bénéficier de leur expérience et puis de leur donner un strapontin, de leur donner une retraite, une porte de sortie a un double sens. Un double sens parce qu'ils sont souvent dans une misère indescriptible et puis aussi, parfois, ils tiennent le pays en otage et il est normal que
pour que le pays cesse d'être pris en otage, on leur donne une alternative. Alors on va donner la parole à Nadia. Oui. Un petit Alors peu. je rejoins Jamel sur une chose. En effet, il faut tirer l'expérience de ces présidents qui ont connu justement l'action à la fois nationale, publique et internationale. Maintenant, de là à les dessiner comme des personnages qui tombent dans la pauvreté à la fin de leur mandat, c'est quand même un peu exagéré, sachant que beaucoup se sont arrangés pendant leur mandat pour réussir à justement ne pas tomber dans la pauvreté après. Tous ne sont pas des voleurs. Tous ne sont pas des voleurs. Beaucoup s'arrangent pour que l'enrichissement, et c'est une constante, vraiment, avant et après leur passage à la présidence, est toujours multiplié. Est-ce qu'il faut leur donner une place à ces présidents une fois qu'ils quittent le pouvoir? Mais ils ont leur place. Ils ont leur place, bien évidemment, ils ont leur place. Mais maintenant, à eux d'accepter de ne pas être en premier plan. On ne peut pas toute sa vie être en premier plan et ne pas laisser l'espace ni pour les prochains, ni pour après. Ils peuvent garder, bien sûr, le pouvoir. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on a l'impression que c'est une fatalité. Mais la personne qui se présente à une élection, elle sait qu'un mandat est déterminé. Elle sait qu'elle en a pour 5 ans, pour 7 ans, peut-être 2 fois 5 ans, peut-être 2 fois 7 ans, peut-être 3 fois 7 ans. Mais elle sait que normalement, sa présence à la tête de l'État n'est que temporaire. Pourquoi aujourd'hui faire comme si, non, la règle, ça serait la permanence et l'exception, ça serait un mandat... Personne ne peut penser à ça. Mais si, personne ne peut penser à ça. Dire qu'ils ne pensent pas à l'après, ça serait on va laisser Nadia terminer. Dire qu'ils ne pensent pas à l'après-président, ça serait supposer qu'au moment où ils se présentent, ils n'ont pas de vision à long terme de leur carrière, ce qui n'est, à mon sens, pas le cas. C'est irresponsable. Et maintenant, une dernière phrase et j'en aurais fini. Une dernière phrase et j'en aurais fini. Mais honnêtement, c'est pas à eux de penser. Je pense qu'il faudrait que les institutions, ce dont nous avons besoin, c'est des institutions stables, pérennes pour tout le monde. Ça n'est pas fait. Vous voulez qu'on réfléchisse pour eux par rapport à quoi? Non, je veux qu'on réfléchisse tout simplement à nos institutions et l'obligation que nous avons. On n'a pas besoin de réfléchir pour eux, ils le savent. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Que nos États se dotent d'institutions stables qui garantissent beaucoup de choses à la fois, y compris et parmi elles le statut d'ancien chef d'État. Je vous donne un exemple simple. Tout le monde connaît un grand Africain qui s'appelle John Jerry Rawlings. Tout le monde le connaît. Quel dommage de se priver de l'expérience, de l'intelligence et donc de l'utilité pour le Ghana, mais aussi pour le continent africain, d'un grand homme comme John Jerry Rawlings. Je pense plutôt à ceux-là, moi. Je ne pense pas à ceux qui ont été ni tueurs ni dictateurs. Non, mais je ne pense pas à ça. Je voudrais que nos pays, encore une fois, réfléchissent dans leurs institutions à l'utilité de ces hommes et de créer donc une institution, comme d'ailleurs on crée une institution des chefs de l'opposition, qui demeurera utile, la Mauritanie là, le Burkina Faso là, et donc on peut réfléchir aussi à ce statut-là. Alors qu'ils ne le changent pas à partir du moment où ils sont au pouvoir. Parce que le problème, c'est qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'un président arrive au pouvoir, il modifie les institutions de manière à ce qu'elles soient... C'est ça le problème. Peut-être que s'il y avait un statut spécial, il ne s'accrocherait pas au pouvoir. Non, il faudrait que les situations soient assez stables. De l'instituer ce statut spécial-là. Mais ils ont les moyens et par pouvoir en fait d'instituer. Alors messieurs, mesdames, on va y réfléchir pour une prochaine émission. Ça va être la fin du débat, je suis désolée. Non, très bien. En tout cas, merci beaucoup. C'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite. Notre invité et nos éditorialistes ont beaucoup de choses à dire. À tout de suite.